Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et on va revenir à présent sur ce premier déplacement de l'année à Marseille sur le thème du narcotrafic pour Gérald Darmanin, le garde des Sceaux qui dit vouloir taper au portefeuille les narcotrafiquants. On va en parler dans quelques instants avec nos deux débatteurs de la soirée, Nathan Dever et Victor Hérault. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Stéphanie. Mais avant tout, on va recevoir Frédéric Ploquin, grand reporter, documentariste, écrivain, spécialiste de ces questions. Il est notamment l'auteur des narcos français qui brisent l'omerta aux éditions Albin Michel. Bonsoir Frédéric Ploquin. Bonsoir à vous. Vous avez suivi donc cette visite et ces annonces de Gérald Darmanin, vous qui connaissez le sujet. Quelle a été votre première réaction ? D'abord, concernant le ministre lui-même, il grille la politesse à tout le monde. Donc, il nous rappelle que c'est un animal politique dynamique et réactif. Il grille tout le monde, quoi. Je dirais, c'est lui le premier qui passe à l'acte. Oui. Ensuite, il y a une deuxième pensée une deuxième réflexion que je me suis faite, c'est il a un peu de mal à oublier qu'il a été ministre, il a été ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que là, il est, on va dire, il porte un discours collectif, place Beauvau, place Vendôme, qui devrait probablement être validé par la suite par le ministre de l'Intérieur lui-même. Donc il est, on va dire, parce que ce qu'il propose ne relève pas exclusivement, quand on dit, il intervient pour dire bon, maintenant on va taper au portefeuille. Ça, c'est fixer la ligne des services de répression. Et donc, voilà, est-ce que ça relève encore de lui Ploquin, avant de vous laisser poursuivre, je vais vous proposer justement d'écouter Gérald Darmanin sur cette annonce, son intention de taper au portefeuille, comme vous le disiez. Il faut taper au portefeuille. On sait que les peines de prison ne sont pas totalement dissuasives pour les plus grands délinquants. Des gens sont parfois condamnés à des dizaines d'années de prison sans pour autant arrêter leur trafic, ce qui pose la question du nettoyage des prisons et surtout de la confiscation des biens qui ont été mal acquis. L'argent, les voitures, le bien immobilier, mais aussi cet argent, ces voitures et ces biens immobiliers qui sont à l'étranger. Donc ça, Frédéric Ploquin, vous dites ce n'est pas forcément les prérogatives uniques du garde des Sceaux. Il aurait peut-être pu faire l'annonce aux côtés de Bruno Retailleau. Absolument, mais en même temps, c'est aussi un message envoyé aux magistrats, parce que cette idée de confiscation des biens mal acquis n'est pas une idée très française. C'est une idée qui est installée dans le paysage. Les lois sont là depuis longtemps. Mais à chaque fois qu'on sonde des magistrats, on les sent souvent réticents. Réticents parce qu'en gros, confisquer des biens avant un jugement, c'est d'abord s'exposer au risque de devoir restituer les biens si la personne est relaxée. Par hasard, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est les bons avocats si les preuves sont pas. Donc ça pose un problème technique de gestion de ces biens. Si vous confisquez un appartement, il faut que vous l'entreteniez. Si vous confisquez une Ferrari, il faut pas que vous la laissiez dehors. Il faut que vous payiez le garage. Donc tout ça, ce sont des petits soucis techniques, mais qui font que c'est d'ailleurs dommage, parce que c'est vrai que ça leur fait plus mal aux trafiquants de stupéfiants de perdre ce dans quoi ils ont investi plutôt que de perdre du produit. Ça, il faut le rappeler, parce que le produit lui-même, quand on leur saisit une tonne de drogue par-ci, une tonne par-là, à la limite, ils font avec, ça passe par perte des profits, et finalement le produit, et je le rappelle quand même, au niveau de sa production, a un coût très faible. En réalité, dans les pays d'origine où les produits se sont au Maroc, je parle sous votre contrôle, mais quand on parle de ces biens mal acquis et notamment aussi de l'immobilier, pour certains, ce parc s'élève en plusieurs millions d'euros, et notamment à l'étranger. Comment fait-on ? C'est ça le problème, c'est taper au portefeuille, c'est bien gentil. Encore faut-il savoir où est le portefeuille. On voit très bien qu'il y a des difficultés d'entraide judiciaire énormes entre la France et un certain nombre de pays prisés des narcotrafiquants, que ce soit le Maroc, l'Algérie, Dubaï, ça bouge un peu. Enfin, il y a des efforts qui sont faits, mais on voit bien qu'il y a des blocages. D'ailleurs, il s'y rend à Dubaï et à Abu Dhabi. Absolument, mais il a raison. Je veux dire, il faut essayer de mettre les choses, mais en même temps,
Il suffit de vous promener dans certaines, par exemple dans la banlieue de Tanger au Maroc, vous vous rendez compte que ces immeubles qui poussent comme des champignons ne sont que, pas tous, mais pour une grande part, on va dire le bénéfice, le réinvestissement de l'argent de la drogue, et que le Maroc, à partir du moment où le trafiquant ne fait qu'investir mais ne trafique pas sur place, ferme les yeux sur l'origine de cet argent. Donc si vous voulez, après, si la justice française arrive, fait une démarche en disant oui mais nous on veut aller saisir la tour, tel immeuble, tel appartement, ça va être très compliqué. Donc c'est vrai que ça... Alors, au Maroc, moi je sais que je me suis entretenue avec la ministre de l'économie sur ce sujet. Bon, ils ne demandent pas de blanche, hein. Ils disent mais nous on coopère à 100% avec les services français. Hein. C'est pas vrai. Oui, mais si vous amenez, c'est vrai, et en même temps, très concrètement, si vous débrouillez pour amener 1 million d'euros sur la table dans une banque, la banque le passe en compte et vous l'investissez dans l'immobilier. Du moment que vous vous tenez bien au Maroc, ce qui les dérange, c'est dès lors qu'il y a des, je veux dire, si un jour il y a un règlement de compte entre des trafiquants de stupéfiants franco-marocains au Maroc, là ils sévissent. Effectivement, ils sévissent très fort. Ouais, mais si c'est calme. Voilà, ça les dérange pas. Donc voilà, c'est toutes les limites en fait de cette traque de l'argent sale qui a quitté le territoire depuis longtemps. Frédéric Ploquin, il y a Victor Hérault qui souhaite vous poser une question. Oui. Bonsoir monsieur. Gérald Darmanin est le 3e garde des Sceaux à avoir porté le costume du ministre de l'Intérieur après François Mitterrand et Michel Alliot-Marie. Je voulais savoir, par rapport au début de votre intervention, comment vous le voyez? Est-ce que vous le voyez comme un avantage, l'avantage d'une expérience complète entre police et justice, ou comme un curieux mélange des genres? Vous en parliez tout à l'heure dans sa communication. Sur le papier, c'est un avantage parce que quand son collègue de la place Beauvau, Bruno Retailleau, va lui parler, il sait de quoi il s'agit. Après, ça peut poser des problèmes parce que quand tout d'un coup il nous sort le fait que voilà, on va donnez-moi, dit-il, la liste des 100 plus gros trafiquants de stupéfiants en France et on va les isoler. Il peut pas demander ça à ses services, au service de la justice. Il doit se tourner vers le ministre de l'Intérieur qui lui-même doit demander à l'OFAST, qui est le service de répression en matière de trafic de stupéfiants, pour lui fournir cette liste. C'est pas à la justice de la fournir. Donc là, il y a peut-être un petit glissement. Alors soit ils s'entendent à merveille et ça se passe bien, soit on sent à votre ton que vous en doutez un peu. Mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup Bruno Retailleau et Gérald Darmanin occupe un petit peu le terrain médiatique depuis sa nomination. Hein. C'est vrai que ça interroge. Non, mais je pense que Bruno Retailleau ne se laissera pas faire et qu'à un moment donné, les choses seront clarifiées. Mais c'est vrai que cette demande, moi, m'a surpris pour cette raison-là. Si vous voulez, c'est le top 10, le top 20 des trafiquants de stupéfiants, ce ne sont pas les services du ministère de la Justice qui l'établissent. Pour autant, les deux hommes, tout de même, ont une forme de cohérence idéologique. On va tenter d'être optimiste. Si c'est le cas, est-ce que, selon vous, ils ont des chances de réussir? Alors, évidemment, après, il y a une question politique qui se pose dans un second temps, hein, celle du maintien du gouvernement et celle du budget, bien sûr. Mais sur l'idée, est-ce que ça pourrait marcher? Mais moi, je suis pas pour à l'avance condamner tout ce qui va être fait. Au contraire, je veux dire qu'il le fasse. Au moins, il y a ce que moi je trouve intéressant, cette prise de conscience que la prison n'est pas seulement un endroit où on envoie les trafiquants de stupéfiants et on les oublie en se disant bon allez c'est bon, ils sont punis, ils vont faire leurs 10 ans puis on les récupérera à la sortie. On a pris conscience, notamment avec l'affaire Mohamed Merah. Amra. Pardon. On a pris conscience qu'il se tramait des choses en prison qui devaient nous intéresser, qu'il fallait développer les services de renseignement internes à l'administration pénitentiaire. Ça peut relever effectivement du garde des Sceaux, et qu'il fallait s'intéresser au fait que une grande partie du trafic, en gros aujourd'hui, on le sait, on l'a compris, était gérée par des caïds qui sont sous les verrous. Donc essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, c'est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, vous parlez de Mohamed Amra, ça me fait penser qu'il a été, sauf erreur de ma part, sur écoute justement, en prison. Aujourd'hui, il y a une autre bataille, celle de mettre des brouilleurs, d'enlever les téléphones portables des prisons. Est-ce qu'on ne va pas se priver d'une aide utile justement? Ah ben ça c'est le couteau à double lame, hein. C'est-à-dire qu'effectivement les services de police ont toujours considéré qu'à partir du moment où ils avaient en main le numéro de téléphone d'un détenu, ils pouvaient l'écouter et obtenir des informations précieuses. Mais c'est pas le problème, c'est que les détenus comme
se débrouillent pour avoir 2, 3, 4, 5, 10 numéros de téléphone et on les a pas toujours. Donc l'autre solution, c'est de tout bloquer. C'est de tout bloquer, mais ils vont revenir, vous inquiétez pas, à d'autres moyens de communication. Je rappelle que les mafieux siciliens, ils communiquaient avec des petits papiers enfoncés entre deux cailloux, etc. Je veux dire, ils peuvent revenir à des moyens de communication plus archaïques, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Nathan Devers, vous vouliez poser une question à Frédéric Ploquin. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que, quel que soit son avenir et ses enjeux, la politique de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau sont toutes deux condamnées à une forme d'échec? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de la question de la drogue, il y a la perspective de l'offre que vous avez élaborée, développée, décrite, mais il y a aussi la perspective de la demande. Et quand on est dans un pays où on a 5 millions de consommateurs occasionnels de drogue, 2 millions de consommateurs réguliers, voire très réguliers de drogue, vous pouvez casser toutes les têtes de réseau. Vous pouvez faire comme ce que faisait Monsieur Darmanin quand il était à Beauvau, à savoir faire des opérations place nette, démanteler tous les points de deal que vous voulez, faire une sorte de guerre aux dealers et emprisonner tous les dealers que vous voulez. Il n'en demeure pas moins que vous avez au bas mot 2 millions de personnes qui veulent avoir leur dose régulière de drogue en France, et à partir de là, le trafic s'adaptera, trouvera d'autres moyens. Est-ce que vous ne pensez pas que là-dessus, il y a un véritable impensé ? Et si vous voulez, il y a deux chiffres qui sont assez convaincants à ce sujet. C'est celui du prix de vente des produits qui bouge pas depuis 10 ans, alors que pour tous les autres biens de consommation, ça augmente, ce qui signifie qu'il n'y a pas, loin de là, une raréfaction du produit. Ça, c'est le premier point. Il n'y a pas d'inflation pour le shit, la cocaïne, où il n'y a pas d'inflation, ça bouge pas. Et le deuxième indice, c'est le développement du chiffre d'affaires global du trafic de stupéfiants en France, qui est passé en gros de 2 milliards il y a une dizaine d'années à aujourd'hui, moi je disais dans mon livre 4 milliards, mais aujourd'hui il y a des sénateurs qui parlent de 6 milliards. Ça, c'est l'autre point qui montre qu'on est plutôt dans un développement exponentiel du marché. Une fois que vous avez dit ça, je vais vous dire, pour l'instant, aucun pays au monde n'a réussi à remporter la Manche et la guerre contre la drogue. Aucun, que ce soit ceux qui déploient l'armée face aux trafiquants, que ceux qui légalisent, voilà, aucun pays pour l'instant n'a réussi. Donc, mais c'est pas pour autant qu'il faut se condamner à rien faire. Absolument. Merci Frédéric Ploquin, grand reporter, documentariste, écrivain, auteur de Les Narcos français, Brise l'Omerta aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et nous sommes toujours en compagnie de Victor Hérault et Nathan Devers. On continue à commenter cette visite de Gérald Darmanin à Marseille avec un tas de bonnes intentions, n'est-ce pas ? On les commentait avec Frédéric Ploquin, qui mettait l'accent sur la communication, qui avait l'air sceptique sur l'efficacité. Alors, c'est vrai, Victor Hérault, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un gouvernement en sursis qui n'a pas de budget. Alors, Gérald Darmanin a beau montrer ses muscles, c'est pas encore gagné cette affaire. Oui, d'autant plus que contrairement au ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, a une vraie contrainte temporelle devant lui, c'est-à-dire que les mesures qui peuvent être appliquées pour remettre en marche le système judiciaire de ce pays qui est patraque, si on peut le dire comme ça, c'est des années. Alors il peut entamer le mouvement, mais c'est vrai qu'on va lui demander en tous les cas d'obtenir des résultats directement, c'est un petit peu fort de café. C'est pas comme ça que ça marche du côté de la justice. De l'Intérieur, c'est beaucoup plus visible rapidement. Et il faut beaucoup d'argent, Nathan Devers, il faut un budget pour ça. Comment va s'y prendre Gérald Darmanin ? Est-ce que c'est pas peine perdue, effectivement ? Oui, mais encore une fois, je rebondis sur ce que disait notre invité tout à l'heure. Aucun pays n'a réussi à vaincre le problème de la drogue et de toute la criminalité et de toute la délinquance que charrie le trafic de drogue en suivant la méthode de Gérald Darmanin. Il me semble que tout est dit. Gérald Darmanin, quand il était à Beauvau, quand il est aujourd'hui place Vendôme, fait de la communication, à l'instar de Nicolas Sarkozy dont il s'inspire. Quand il dit nettoyer les prisons, c'est quasiment une référence directe. Je vous propose de l'écouter, Nathan Devers, avant de vous redonner la parole. Avant de le critiquer. Quand on dit que les gens sont à l'isolement en prison, personne ne comprend que ces personnes peuvent communiquer à l'extérieur. Nous allons donc multiplier tous azimuts des opérations de nettoyage des prisons. Alors c'est déjà en partie fait puisque plus de 40 000 téléphones portables ont été saisis lors de l'année 2024. Je pense qu'on peut faire davantage. Deuxième chose, nous devons améliorer les sujets, les problématiques techniques pour faire du brouillage. Il n'y a pas l'intégralité des moyens technologiques aujourd'hui à notre disposition pour le faire. Il faudrait par exemple 500 millions d'euros
en plus du budget que nous avons pour pouvoir mettre des brouilleurs, en imaginant qu'il y en ait disponible partout dans les prisons françaises. Donc évidemment, il faut qu'on soit plus ingénieux. Alors Nathan Devers, vous parliez de la communication de Nicolas Sarkozy. C'est vrai que ça nous rappelle un certain nettoyer au Karcher. Exactement. Ce qui est profondément gênant dans l'emploi de cette métaphore de nettoyer les prisons, c'est qu'avant d'être une métaphore, donc là en gros il nous dit nettoyer les prisons de tout, des téléphones qui peuvent être dedans, des prisonniers qui peuvent continuer à gérer leur trafic depuis la cellule, etc. Bon, moi je veux bien qu'on fasse de la littérature et des métaphores. On pourrait réfléchir au sens littéral du mot nettoyer. Les prisons aujourd'hui sont dans un état lamentable. Quand vous avez un ministre de la Justice qui vous parle de nettoyer les prisons et qui parle pas par exemple de la question de la présence des rats en prison, des cafards, du fait que les prisonniers qui sont dans une surpopulation, on n'a jamais eu autant de prisonniers en France de toute l'histoire de France, jamais eu autant. On a une surpopulation dans les prisons qui est calamiteuse, qui fait que même dans la prison de la Santé qui a été très récemment rénovée, les conditions d'incarcération, sauf au carré VIP, mais sont déjà vraiment catastrophiques. Et vous avez un ministre de la Justice qui adopte, si vous voulez, un langage, une terminologie super répressive, on va nettoyer les prisons, les mettre à l'isolement, rendre encore plus dures les conditions des prisons, donnant l'impression que la prison, c'est un peu le Club Med pour l'instant. C'est un peu ça la petite musique, si vous voulez, qu'il y a derrière ce que dit Gérald Darmanin. Moi, je pense que il parle d'en construire. Il nie pas le fait qu'elle soit pleine. Quand on vous parle de nettoyer les prisons, alors que la France est aujourd'hui montrée du doigt par toutes les associations et les organisations non gouvernementales liées aux droits de l'homme, aux droits des prisonniers, etc., pour les conditions indignes de détention qui existent aujourd'hui dans les prisons françaises, et qu'ils ne commencent pas par parler déjà de ce nettoyage concret, c'est déjà quelque chose, je pense, de problématique. Et deuxièmement, je reviens là-dessus, vous pourrez faire tomber toutes les têtes de réseau, vous pourrez démanteler tous les gangs et toutes les mafias de drogue du monde, vous ne parviendrez jamais à résoudre la question du fait qu'il y a 2 millions de personnes qui sont en lien de grande dépendance vis-à-vis de la drogue. Bah oui, mais vous en faites quoi, Nathan Devers ? C'est vrai que la majorité des Français, il y avait un sondage il y a quelques semaines, veulent s'en prendre aux consommateurs. Mais ça, je crois que vous êtes contre. Mais c'est pas forcément s'en prendre, c'est en tout cas poser la question depuis la perspective de la consommation. C'est le ministre de la Santé qu'on devrait écouter sur ce sujet, plus que celui de la Justice ou de l'Intérieur. Alors, là, c'est compliqué pour moi parce que Nathan m'oblige à me faire l'avocat de Gérald Darmanin, qui n'est pas exactement sur ma ligne politique. Mais je vais faire un effort. Mes études de droit me reviennent. Et non, alors déjà Gérald Darmanin a abordé quand même cette question-là lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il disait que c'était notamment le petit bourgeois du 16e arrondissement qui consommait le plus de cocaïne. Qu'il mettait l'accent sur le consommateur, comme Bruno Retailleau le fait aujourd'hui d'ailleurs. Quand il parle de la culture du petit joint, c'est aussi ça qu'il dit. Il faut le voir des deux côtés. Et vous avez parfaitement raison de le souligner. Concernant les prisons, moi, c'est pas le terme de nettoyage que je comprends parfaitement le parallèle avec le Karcher de Nicolas Sarkozy. Gérald Darmanin étant un sarkozyste convaincu, c'est évident qu'il puise son inspiration Nicolas Sarkozy. Maintenant, dans la communication également. Maintenant, le terme que j'ai retenu, c'est plutôt celui de mieux discriminer les prisonniers. Et ça, je suis vraiment d'accord avec Gérald Darmanin. J'espère que ce n'est pas que de la communication, que de l'esbrouf et qu'il va le faire. Mais la question de la discrimination, déjà, j'aime bien quand on réhabilite ce mot de discrimination parce que je trouve que c'est un beau mot. Ça s'appelle distinguer les choses et faire un choix. Et discriminer le grand criminel du petit délinquant, séparer ces deux-là, parce qu'on sait les problèmes de radicalisation, d'engrenage qu'il y a dans ces prisons-là, parce qu'on mélange des genres de prisonniers qui ne sont pas du tout les mêmes et qui ne devraient pas être mélangés. Ça, je trouve que c'est une très belle initiative. Donc ça veut dire quoi ? Vous êtes d'accord, Victor Hérault, avec le fait qu'il veuille isoler les narcotrafiquants, c'est ça ? Mais alors, pour les mettre où ? Parce qu'il n'y a plus de cellules. C'est tout le problème. Et Gérald Darmanin se trouve confronté, en tant que ministre de la Justice, au même problème qu'il avait face à lui lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le manque de place, le manque de moyens alloués. Les problèmes de manque de place en centre de rétention administrative, les CRA, sont exactement les mêmes que vis-à-vis des prisons. C'est-à-dire, il faut de l'argent pour financer tout ça. Vous avez entendu la nouvelle aujourd'hui, ces 2 EQTF algériens qui avaient été attrapés, pincés, en train de braquer une pharmacie le 24 décembre. Ils avaient été relâchés faute de place en centre de rétention administrative. Et là, ils ont été repincés pour un vol à la roulotte. Ils vont être jugés. Mais enfin, c'est ça la réalité de notre pays, c'est qu'il n'y a plus de place en prison. Donc, vous les mettez où, tous ces gens ? Effectivement, Nathan Devers, on fait quoi ? On construit des prisons, mais ça aussi, on sait qu'on se confronte à des problèmes de budget, des problèmes de consentement des élus locaux aussi. C'est une vraie question, et c'est une question à la fois technique, est-ce qu'on construit davantage de places de prison, etc. Et c'est une question aussi, je dirais, de principe. À quoi sert la prison ? Et à cette question toute simple, vous avez des réponses différentes dans l'échiquier politique. Il y a des gens qui estiment que le but de la prison, c'est de punir. Il y a des gens qui estiment que le but de la prison, c'est de protéger la société d'individus dangereux.
Vous avez des gens qui estiment que le but de la prison, c'est d'empêcher la récidive, de favoriser la réinsertion sociale, etc., etc. Et selon les buts que vous allez invoquer, vous n'allez pas avoir la même réaction. Si vous estimez que le but de la prison, c'est de punir entre guillemets aveuglément, vous allez mettre en prison beaucoup plus de gens, même des gens qui ont fait des choses pas forcément archi graves, ou en tout cas qui présentent pas un danger physique pour les autres. Donc face à cela, on pourrait remarquer, et je suis d'accord avec vous sur ce que vous disiez tout à l'heure, séparer les gens qui présentent un profil de dangerosité, que ce soit islamiste, que ce soit des super trafiquants, que ce soit des grands criminels, d'individus qui sont un peu moins dangereux. On pourrait aussi remarquer que pour ces individus-là qui sont moins dangereux, donc qui sont en prison, ça peut être des petits trafiquants de drogue qui sont en bas de l'échelle, ça peut être des gens qui ont commis, qui ont été en récidive mais qui sont pas des grands criminels. On pourrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres solutions que la prison telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais c'est déjà le cas, Nathan Devers. D'ailleurs, je vais vous faire aussi, pardonnez-moi, écouter Gérald Darmanin sur les peines de prison qui sont pas forcément appliquées. Écoutez. Lorsqu'on dit que l'on condamne quelqu'un à de la prison, il faut qu'il en fasse de la prison. Et il y a trop de peines de prison qui sont prononcées, qui ne sont pas exécutées et dont jamais la personne ne va une journée en prison. Quand on dit que les gens sont à l'isolement en prison, personne ne comprend, derrière son écran de télévision en lisant son journal, que ces personnes peuvent communiquer à l'extérieur, commander des assassinats, corrompre des fonctionnaires ou pouvoir faire continuer leur point de deal. Donc si je devais résumer en un mot ce que je crois on attend du ministre de la Justice, c'est que les mots prononcés par les magistrats correspondent à la réalité. Nathan Devers, vous avez coupé. Oui, mais justement, là, Gérald Darmanin, il veut aller encore plus dans cette logique d'incarcération maximale qui existe déjà en France, puisque, je le rappelle, on a vraiment des prisons qui n'ont jamais contenu autant de personnes. Il y a d'autres régimes de punition qui sont intéressants. Le régime de la semi-liberté, c'est un régime où l'individu dort en prison et travaille en dehors de la prison tous les jours. Il sort le matin, il rentre le soir. Il continue à dealer la journée, c'est ça? Non, il travaille, il a un vrai métier dans une entreprise, etc. Il doit proposer montrer des garanties d'emploi, pointer, etc., badger comme tout salarié. Pourquoi c'est plus intéressant peut-être ce modèle-là, sauf pour les gens qui présentent un modèle de dangerosité, c'est que vous avez là la question de la réinsertion, elle est d'emblée non seulement posée, mais en un sens résolu, puisque vous avez le problème de la prison, c'est que quand vous sortez de prison aujourd'hui, il y a plus d'un tiers des prisonniers qui récidivent dans les 18 mois de leur libération et qui récidivent en pire. Autrement dit, la prison participe de l'engrenage de la récidive et de la délinquance. Moi, je suis pas. Non, mais Nathan Devers, je veux bien sur certains types d'infractions, mais là, vous parlez des narcotrafiquants de haute voltige qui gagnent des millions. Franchement, la réinsertion, vous y croyez? Entre vous et moi, vous n'êtes pas un petit peu idéaliste sur ce coup-là? Vous avez raison sur les narcotrafiquants, mais sur les narcotrafiquants, de toutes les manières, il faut juste être lucide. Il n'y aura pas d'arrêt du narcotrafic, puisqu'il y a 2 millions de consommateurs en France. Point final. Il n'y a pas besoin d'ergoter là-dessus pendant 3 heures. Et monsieur Darmanin peut dire ce qu'il veut. Ça ne s'arrêtera pas. Et tous les dealers qui sont interrogés dans différents médias, dans différents reportages, disent tous, de toutes les manières, vous pouvez mettre un individu en prison, il sera remplacé le lendemain matin par quelqu'un d'autre. Vous démantelez un point de deal dans un point A, il va être mis dans un point B quelques heures plus tard, etc., etc. On va pas se transformer comme au Salvatore, donc on fait quoi? Et donc je pense qu'il faut poser la question des drogues sérieusement. Et c'est pas forcément le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui ont le monopole sur cette question, et qu'il faut aujourd'hui poser, à mon avis, une distinction très claire. Un consommateur de drogue, en l'état du droit français, aujourd'hui, quand il achète un joint, en effet, il achète du sang. En effet, parce que, de facto, il finance des mafias qui font couler du sang, etc. Cette phrase est vraie. En revanche, un consommateur de drogue qui achète un joint dans un pays où ce serait dépénalisé ou légalisé, bon, bah là, il se met en danger lui-même. Et ça, c'est son problème. Et si on a une vision un peu libertaire ou un peu même libérale de la question de la santé publique, ce qui est mon cas, bah, quelqu'un qui se met en danger, c'est son problème. Vous arrêtez pas les trafics derrière. Mais bon, je vais laisser... Vous les légalisez, vous arrêtez les mafias. Victor Hérault, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes aussi pour une forme de légalisation de la drogue? Non, parce que, encore une fois, d'un point de vue de la santé publique, je suis contre, mais c'est cette question de la drogue... Et puis ça n'arrêtera pas le trafic. C'est la poule ou l'œuf. C'est la question interminable, même presque philosophique, de est-ce que c'est le consommateur ou le producteur qui est le coupable. Moi, il y a un point de raisonnement avec lequel je suis vraiment en désaccord avec vous, qui est de dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la réponse carcérale de Gérald Darmanin ne marche pas, et on le voit bien puisqu'il n'y a jamais eu autant de monde en prison.
en France. Ce qui est vrai, c'est factuel, il n'y a jamais eu autant de monde en prison en France. C'est peut-être qu'il n'y a jamais eu autant de délinquants en France aujourd'hui. Là, c'est enlever complètement la variable du nombre de délinquants qu'il y a sur le territoire. Et moi, je vais à ce moment-là faire le parallèle avec l'immigration, la passerelle avec l'immigration, puisque l'immigration étant grande facteur, on parlait tout à l'heure de ces OQTF qui ont récidivé, pardonnez-moi, après avoir donc cambriolé une pharmacie le soir de Noël, ils récidivent le jour de l'an. Si vous voulez, ces deux personnes ont des profils typiques de ce genre d'actes, puisque ce sont des étrangers en situation irrégulière, sous OQTF et sans domicile fixe. C'est un profil qui tend à la délinquance, et la gauche pourra me rejoindre là-dessus. C'est effectivement un cadre socio-économique qui tend du coup à vous propulser vers la délinquance pour subvenir à vos besoins si vous le voulez. Mais cette question-là de l'immigration de personnes en situation irrégulière, massivement venues sur le territoire et sans domicile fixe, booste, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, propulse le nombre de délinquants sur le territoire. Et donc il est normal de multiplier à ce moment-là les places en prison, puisqu'il y a plus de délinquants. On va pas dire, écoutez, il y a toute une marge de délinquants qu'on n'enferme pas et qu'on garde avec nous. Le mot de la fin, Nathan Dever, avant la pub. Sur ce point, je suis pas en désaccord avec vous. Mon argument, c'était moins le nombre de gens en prison que le fait que la prison n'empêche pas la récidive dans plus d'un tiers des cas. C'est tout à fait vrai. Et à mon avis, c'est ça l'argument clé. On peut mettre tous les gens qu'on veut en prison, ça n'empêche pas le problème de la récidive. Maintenant, réponse, en tout cas, d'un homme de gauche qui n'engage que moi. Moi, des individus qui récidivent, qui sont sous OQTF, les OQTF, je suis légaliste sur ce sujet, doivent être appliqués. Et ça engage le problème. C'est la préfecture, là, du coup, donc le ministre de l'Intérieur. Exactement. Et puis nos places en CRA, et puis surtout nos relations diplomatiques avec l'Algérie, qui, tout le monde le sait, ne sont pas forcément dans les meilleurs états. Restez avec moi, Victor Hérault, Nathan Dever. On reviendra dans quelques instants sur cette attaque qui s'est produite aux États-Unis avec de nouvelles informations ce soir.